La musique a un pouvoir sur nos âmes, elle les fait vibrer, les rend lyriques, peut donner une puissance sans commune aux foules dans les grands moments de patriotisme. Elle peut nous faire accéder à des contrées intérieures qui, sans elle, seraient restées inexplorées. La musique va au-delà du verbe et a un pouvoir transcendantal, universel, présente dans les cultes tribaux comme dans les plus grands opéras. Olivier Cangelosi, vous êtes pianiste, chef d'orchestre. À quel moment de votre vie avez-vous compris que la musique pouvait avoir un pouvoir sur vous et sur les autres ? C'était vraiment quand j'étais tout jeune. J'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans à Bastia. Et très vite, la musique m'a absorbé. J'ai découvert le pouvoir de la musique à travers mon professeur. Je travaillais les plaintes d'une poupée de César Franck. Et mon professeur m'a raconté toute une histoire autour de cette poupée qui avait été abandonnée dans un grenier. Et moi, avec mes yeux d'enfant, j'étais émerveillé que la musique puisse me transmettre des émotions. Et j'ai eu envie, moi aussi, de transmettre ce que j'avais vécu à travers cette histoire et de rendre avec mes 5 ans, 6 ans, de rendre mes auditeurs ce que moi j'avais reçu. Et à quel moment vous êtes dit je vais en faire toute ma vie ? Parce que là c'est un véritable sacerdoce. Quand on entre dans la musique, on rentre dans les ordres en quelque sorte. Vous parlez un peu de révélation là quand je vous écoute. C'est vrai que il y a beaucoup de sacrifices dans l'apprentissage de la musique et même après, parce que finalement on apprend, on est des cherchants toute notre vie d'artiste ou d'artisan, peut-être je devrais dire. J'ai compris à l'âge de 8-9 ans, donc quelques années plus tard, que je voulais vraiment en faire mon métier, parce que j'étais vraiment habité par ce démon. Alors ce démon, je crois, qui s'appelle par exemple Brahms, il y a comme ça une rencontre. Dites-moi, le pouvoir justement de ces compositeurs sur vous, quelle est la différence entre le moment où vous interprétez une pièce qui vous intéresse mais qui ne vous captive pas et le moment où ça vous prend aux tripes, où le compositeur vient là comme ça faire écho profondément à ce que vous êtes ? Alors, j'essaye de ne travailler des pièces qui me font vibrer. Donc, j'ai cette chance-là d'être assez indépendant, assez libre, et donc je ne travaille des œuvres qui m'appellent. Donc, si je les aime profondément, je pense, j'espère. Alors, vous parlez de Brahms, mais Beethoven aussi, qui est un de mes compositeurs favoris, dont je fais l'intégrale des sonates d'ailleurs en ce moment. Et je vais transmettre, j'ai envie de transmettre au public ce qui moi me fait vibrer le plus. Donc voilà, Brahms, Beethoven. En général, les classiques romantiques allemands sont mes compositeurs de prédilection, qui m'accompagnent au quotidien. Alors Pascal Quignard, dans La haine de la musique, dit quelque chose qui me semble effectivement intéressant. Il dit que la musique peut être instrumentalisée à des fins abominables, et il cite l'exemple d'Auschwitz, quand justement on faisait écouter de la musique aux prisonniers des camps de la mort, non pas pour les apaiser, mais au contraire pour les domestiquer, pour les dresser en quelque sorte. Et ce pouvoir mortifère, diabolique de la musique sur les âmes, sur les populations, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Alors, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, c'est absolument abject, et d'avoir justement instrumentalisé la musique à des fins mortifères, mais Hitler s'est servi beaucoup de la musique de Wagner et de Bruckner pour donner ce sentiment de grandeur au peuple allemand, pour essayer de les galvaniser, de les rassembler
Pour la triste histoire qu'on connaît, mais d'ailleurs il y a un mot d'esprit aussi de Woody Allen qui dit: quand j'écoute du Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans cette musique qui vous transcende, et j'adore la musique de Wagner et j'adore la musique de Bruckner, mais il faut pouvoir quand même les extraire, leur rendre leur lettre de noblesse, parce que ces musiques, avant d'avoir accompagné des prisonniers dans les camps de la mort, ou de galvaniser un peuple à une cause abominable, c'est avant tout des chefs-d'œuvre, et c'est avant tout de la belle musique. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo. Et concernant ce pouvoir sensoriel qu'elle a, la musique, vous me disiez tout à l'heure, au-delà des mots, quand les mots manquent, la musique arrive, elle vient combler peut-être quelque chose d'un manque à être. Comment vous ressentez ça au moment comme ça où vous prenez cette parole musicale? Est-ce que vous sentez déjà un public conquis et un public froid? Est-ce que ça se ressent immédiatement à la première minute? Oui, on ressent la vibration du public, et des fois on peut se tromper aussi, on peut se dire peut-être que là, pendant que je joue, le public s'ennuie, et on essaye, et peut-être à tort, de faire des choses, et je crois que quand on fait, on défait la musique. Je crois qu'il faut faire confiance au travail en amont qu'on a effectué, quand on s'est bien préparé. Je travaille jamais dans l'urgence. J'essaie toujours quand j'ai un concert, de m'y mettre plusieurs mois à l'avance pour pouvoir maturer les choses, pour vivre un temps avec les musiques que je vais présenter en concert, de manière à ne pas être... Si on peut être déstabilisé, mais de manière à maîtriser un maximum de paramètres pour pouvoir avoir le droit d'improviser certaines choses sur le moment, parce que la musique, c'est un art de l'instant, c'est un art du moment. Il se passe des choses. On interagit avec le public, même si le public semble passif. Or, il ne l'est pas. Il vit intensément quelque chose. Donc, on sent sa respiration, les applaudissements aussi, c'est un baromètre pour nous artistes sur scène. Si les applaudissements sont nourris, chaleureux, ou s'ils sont plutôt froids, il y a une vraie interaction avec le public. Une interaction permanente, donc. Permanente. Qui peut comme ça vous emmener très loin, vous aussi. Oui, parce que si on est galvanisé par le public, si les applaudissements sont nourris, ça nous pousse aussi. On dit, tiens, ce que je fais, ils répondent. Donc, oui, moi j'aime cette interaction-là avec le public. Et vous, en tant que chef d'orchestre, au moment où il faut faire preuve de dextérité pour avoir ce pouvoir sur les autres, pour les emmener quelque part, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, le travail de chef d'orchestre, je veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais je pense, hormis le fait qu'il faille travailler sa partition en amont et arriver le jour J avec ses musiciens prêts, mais je crois que c'est beaucoup la relation avec les musiciens avec lesquels on va jouer. S'adresser à eux pour les faire travailler. Une relation en amont donc, qui oui. se bâtit au fur et à mesure, et un sentiment comme ça de pérennité, de continuité du lien alors au moment où vous les dirigez. Complètement. Je crois beaucoup à la façon dont on va s'adresser aux musiciens pour essayer d'en tirer le meilleur. Ils sont tous là pour jouer la même œuvre, ils sont tous là pour se faire plaisir à un instant T, pour donner au public la musique que eux aussi aiment. Et je crois que le rôle du chef d'orchestre, c'est de centraliser tout ça, de centraliser les énergies et de leur faire sortir le meilleur. Oui, il y a cette idée donc maintenant que finalement un chef d'orchestre c'est ce qui permet aux autres d'aller vers le meilleur en eux-mêmes. Je pense, puisque c'est lui qui centralise vraiment toutes les énergies. Il est l'espèce d'entonnoir qui est un réceptacle qui récupère vraiment tout ce que font les musiciens, et en même temps il donne une énergie. C'est lui qui donne l'impulsion, et pour que cet entonnoir aille ensuite vers le public, il sert de vecteur
entre les musiciens qui jouent l'œuvre symphonie de Beethoven par exemple et le public. Et qu'est-ce qui fait justement qu'un pianiste devienne ou non chef d'orchestre dans sa carrière, Olivier Cangelosi? Alors, moi, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai toujours été attiré par l'orchestre, par les instruments, les cordes, les vents, les cuivres. Ça s'est fait un peu par hasard. Un jour, on m'a dit, Olivier, écoute, est-ce que tu voudrais diriger tel opéra? C'était la Traviata de Verdi, où je crois que vous étiez d'ailleurs. Oui, absolument. À Bastia. Oui. Et j'avais jamais dirigé d'orchestre ni de soliste. Et je me suis pas dégonflé. J'ai dit oui. Et ma carrière de chef d'orchestre a commencé comme ça. Donc sur une proposition. Complètement. Je suis autodidacte. Je suis complètement autodidacte. J'ai pas appris la direction d'orchestre comme sans préméditation. Aucune. Ah, ouais. Et on m'a presque mis la baguette dans la main et on m'a dit est-ce que tu te sens de le faire? Je me suis pas démonté, j'ai dit oui. Et c'est comme ça que ça a commencé. Bien, merci beaucoup Olivier Cangelosi. Avec plaisir. De nous avoir fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Partagé.